Allez, c'est parti, un nouveau numéro de Calme comme à la maison, vous le savez. Nous avons décidé de donner la parole à des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ou quand vous les croisez dans la rue, vous vous dites tiens, je ne connais pas cette personne. Stéphane Houdet est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Franck. Ça va? La forme? Ouais, très bien. Alors voilà, ça fait une dizaine d'années Stéphane qu'on se connaît, je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Alors, 4 Olympiades, c'est ça? 4 Olympiades. La 5e, ça sera... Paralympiades même. Oui, enfin des Paralympiades. On va parler justement du handicap parce que tu as envie que ça se mélange un petit peu, les handicapés et les valides, c'est ça? Oui, tout à fait. On va parler de tout ça. 3 médailles d'or en tennis paralympique, une médaille de bronze, des Roland Garros, des US Open, l'Australie, enfin il y a plein de choses à dire, avec plusieurs vies parce que tu étais vétérinaire avant. Tout à fait. On se dit tu parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît, donc on va se retrouver dans un instant. On y va? Allez, c'est parti. On va s'installer. Là, tu nous consacres une petite demi-heure parce que tu as entraînement après, c'est pour ça que tu as ton matériel avec toi. Oui, tout à fait, mais on aurait pu aussi prendre un peu plus de temps avec un peu... Voilà, s'il n'y avait pas eu les embouteillages, s'il n'y avait pas eu les problèmes, l'entraînement c'est pour la suite de la saison et le gros objectif c'est Paris 2024 ou il y a d'autres choses? Non, mais la chance des joueurs de tennis, c'est d'avoir aussi la possibilité de jouer tous les tournois du Grand Chelem. D'accord. Donc, on a au moins 4 gros objectifs par année avec l'Australienne, Roland Garros, Wimbledon, US Open et puis cerise sur le gâteau des Jeux une fois tous les 4 ans. Eh bien les JO et tout ça, on en parle dans un instant. C'est un nouveau numéro de Calme, le temps d'aller s'installer avec un café ou un thé peut-être, avec Stéphane Houdet. Comme à la maison. Stéphane Houdet, ça fait donc une bonne dizaine d'années qu'on se connaît. Stéphane, ancien vétérinaire, numéro 1 de tennis fauteuil, plein de choses à nous raconter. Parce que tu as eu plusieurs vies, Stéphane, et on va commencer par le début. Quand tu étais jeune, que tu étais gamin, 14-15 ans, tu avais des envies de tennis et tu étais quand même bien classé, tu t'es donné à fond à cette époque-là. Oui, je pense même que mes envies de tennis ont commencé plus tôt, hein, vers 7-8 ans. Et puis c'est sûr qu'en 83, j'avais 13 ans, en voyant Yannick Noah gagner cette belle épreuve qui était Roland Garros, mes envies se sont décuplées. Et je crois que ça date de ces années-là. Et j'étais le numéro 1 dans ma région, qui était la région des Pays de la Loire. Ouais, t'es né à Saint-Nazaire? Je suis né à Saint-Nazaire, j'ai grandi à Pornichet, donc les plages de Nantes, Pornichet, La Baule. Et plus tard, j'ai fait mes études aussi. Et pourquoi le tennis plutôt que la voile quand on est de là-bas? C'est vrai que je crois que depuis que je suis tout petit, je jouais avec des balles, des ballons, des balles et des ballons sur la plage. Et puis j'ai une phrase qui est magique quand même de mon père qui disait toujours qu'il fallait pas que j'aille me baigner quand je jouais au tennis parce que ça coupait les jambes. Mais je savais pas qu'il allait avoir tellement raison des années plus tard. Justement, après tes parents t'ont dit le tennis c'est bien mais il faut faire des études, t'es devenu vétérinaire. T'as passé tes diplômes, t'as eu ton cabinet en Isère, là il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de plage, mais il y a encore du tennis. Et puis il y a eu un accident de moto, on peut en parler, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là c'est un changement de vie radical. Oui, bien sûr, le changement de vie entre le sport et le métier avait déjà été effectif, puisque j'étais parti sur les chemins de l'école vétérinaire, puis par la suite des remplacements, on fait le tour de France des remplacements quand on est un jeune vétérinaire. J'ai commencé dans le Charolais, ouais. Et donc j'étais formé sur les petits animaux, mais à la sortie de l'école j'ai voulu voir ce qui se passait du côté des gros animaux, et ce n'est qu'après l'accident que j'ai souhaité, ou que j'ai imaginé qu'il serait plus simple de travailler dans une clinique, que les animaux viennent à moi plutôt que ce soit moi qui aille vers les animaux. Avant de parler un petit peu de ce changement, j'ai fait du café, ouais, café. Je te sers un café, ouais, très bien. Sans sucre? Sans sucre. D'accord. Alors, donc là, tu as commencé à travailler avec les petits. Les gros animaux qui venaient à toi, ouais. C'est ça? Non, les petits animaux. Les petits animaux qui venaient à toi, ouais. Et avec cet accident de moto, il y a eu un énorme changement, mais tu as continué à exercer en tant que vétérinaire. Oui, tout à fait. Et l'accident de moto, puisque tu voulais qu'on revienne dessus, c'est une bêtise de mauvais motards. J'ai doublé une voiture qui m'avait pas vu et qui s'est déportée au même moment pour doubler des vélos. Donc elle m'a coincé sur la file de gauche et j'ai touché la voiture qui arrivait en face uniquement au niveau du genou. Donc j'en ai perdu ma jambe gauche avec un parcours médical qui a été un peu long, puisqu'au départ ils ont quand même récupéré la jambe sur la route. Ouais. Et l'amputation ne s'est faite que 8 ans plus tard, alors qu'elle était effective ce jour-là. Mais alors justement, on en a parlé de façon personnelle quand on était dans des soirées entre amis.
moi, c'est quelque chose. Je l'entends, mais je le comprends pas. C'est que tu t'es photoshopé avec ta jambe et sans la jambe avant de prendre la décision d'être amputé, justement. Ça a été une démarche psychologique qui a pris du temps. Tu as voulu te voir avec, sans. C'est parce que moi, quand tu m'as raconté ça m'a sidéré. Ça m'a surpris. Alors, deux choses. Déjà, j'ai pas choisi de me faire amputer. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on comprend pas. Parce qu'on imagine que quand on a deux jambes et qu'on va passer à une jambe, la prise de décision est complexe. Sauf que moi, je partais d'un membre mort douloureux que j'ai choisi de supprimer à une date précise. Oui. Mais on peut pas faire le parallèle avec les deux jambes que j'avais avant et je décide de me faire amputer. Non, j'ai un truc qui ne fonctionne pas, qui me gêne, qui est douloureux, et je vois en face de moi, concrètement, une solution, parce que je vois un gars marcher en Bermuda avec une prothèse magnifique, et qui est le premier amputé que je vois marcher aussi bien. Et pour comprendre son parcours et ce qu'on allait voir de moi de l'extérieur, j'ai effectivement pris sa prothèse, une photo de lui, que j'ai photoshopée et que j'ai mise sur moi, pour imaginer ce que ça allait pouvoir faire concrètement, visuellement, mais aussi pour une raison autre, parce que j'avais commencé à travailler sur le sujet, qui est le problème épineux des douleurs du membre fantôme. Oui. Et en fait, la douleur du membre fantôme, il semblerait qu'elle provienne de la confusion qui naît dans le cerveau entre l'émission d'un message et sa non-réception. Donc en gros, c'est j'ai envie de me gratter, ah non, c'est vrai, j'ai pas de jambes, c'est un enfer, boum, une douleur se déclenche. Et le travail qu'on fait avec les jeunes amputés, c'est qu'on leur propose un miroir à 90 degrés qui leur permet d'avoir un reflet du membre existant qui va compléter le membre manquant. Donc on imagine qu'on est en train d'écrire de la main gauche en face d'un miroir, tout le monde peut faire l'expérience à 90 degrés. En fait, on a l'impression que le bras droit est présent. Et cette continuité, cette intégrité du corps apaise le cerveau et empêche la douleur. D'accord. Et donc là, j'ai envie de me gratter, j'ai un membre, je me gratte la prothèse, il n'y a pas de douleur. Et donc le photoshopage, c'était ça. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment... C'est là qu'on peut dire que tu pour avoir la joie de te rencontrer, d'en parler, tu as une autre vie qui commence, tu as eu plusieurs vies, parce que là, tu arrêtes d'être vétérinaire, tu reprends le tennis, handisport, premier tournoi tu le gagnes, tennis fauteuil, et tu deviens numéro 1 mondial, 4 Olympiades, 3 médailles d'or, 1 médaille de bronze, des Roland Garros, des US Open. Ça s'est passé comment, ce choix psychologiquement d'arrêter le métier de vétérinaire, qui était aussi une passion, pour revenir au tennis d'une autre façon? C'est une opportunité. Et c'est une opportunité qui est liée au métier de vétérinaire et à la particularité d'avoir une profession libérale, de savoir que je peux tenter une aventure sportive, qui était un peu mon rêve de gamin, qui existe et qui peut être joueur de tennis professionnel en fauteuil roulant, ce sport le permet, en me disant, si jamais ça marche pas, je redeviens vétérinaire. D'accord. Et il se trouve que depuis toutes ces années, je suis toujours joueur de tennis en activité, mais il y avait ce coussin de sécurité qui me permettait de tenter une autre aventure sans être complètement à risque. Et ce qui est complètement fou, c'est que dès le premier tournoi, tu gagnes. Il y a quelque chose qui s'est créé où tu étais déjà un gagnant potentiel, un rageux potentiel, un gars qui exècre la défaite dans la tête depuis tout petit. Il y a un peu de tout ça, mais je crois qu'il faut aussi relativiser. On est moins nombreux à pratiquer le tennis fauteuil. Au moment où je me lance dans cette activité, mon passif de joueur de tennis me permet déjà d'envisager un niveau qui est supérieur au numéro 1 mondial de l'époque. D'accord. Et donc concrètement, je me dis, avec mon tennis, si j'apprends à rouler, il n'y a aucune raison que je sois le numéro 2 de ce sport. J'y vais pour être le numéro 1. C'est une phrase assez surprenante. Avec mon tennis, si j'apprends à rouler. J'ai eu la chance quand il y avait une démonstration, je me suis assis sur un fauteuil avec mon fils et les amis, on a essayé le tennis. C'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon, il y a 2 rebonds. Comment on peut expliquer justement cette façon aux gens qui ne connaissent pas le tennis fauteuil et qui n'en ont jamais vu? C'est un mélange de sport mécanique et de tennis, et quand je dis faut que j'apprenne à rouler, effectivement on s'assied dans une machine et on doit pousser sur les roues en même temps qu'on tient la raquette. Et finalement, je me rends compte des années plus tard que mon idée était extrêmement prétentieuse, parce qu'envisager de devenir numéro 1 mondial juste parce qu'on sait jouer au tennis,
c'est un truc qui probablement ne se fera plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs, et les plus jeunes, qui sont aussi les meilleurs, ont appris ce sport dès leurs premières années, et la combinaison du déplacement en fauteuil et du jeu de tennis est plus harmonieux et correspond à ce que les meilleurs font et savent faire. Donc imaginez être sur un cheval et voir jouer avec une raquette, peut-être que c'est une image qui est sympa. Ouais. Alors bon, ça c'était début des années 2000, Pékin 2012 médaille d'or, 2008 médaille d'or, 2012 c'est parce qu'il se passe médaille de bronze. Et d'argent en simple. Et d'argent en simple, mais là je parlais du double, médaille d'or en double en 2008, en bronze en 2012 à Londres et argent en simple, ensuite à Rio 2016 et à Tokyo 2020 médaille d'or en double. Tu nous as emmené une médaille d'or, il y en a certaines qui sont du côté du musée de Roland-Garros, qui est en train d'être retapé, refait à neuf, tu les as exposées. Alors, 4 Olympiades, la 5e Paris 2024, on va en parler dans un instant, je suppose que c'est l'objectif. Est-ce que tu te rends compte, Stéphane, que 4 Olympiades, ça n'est quand même pas donné à tout le monde? Non, mais tu me connais, et depuis qu'on a appris que Brisbane allait accueillir les Jeux en 2032, j'imagine déjà ma 6e ou ma 7e, et de me dire que tant que je suis compétitif, tant que je prends du plaisir et que je suis pas blessé, je continue à jouer. J'adore ça, je continue à jouer, il y a plein de choses à faire. Là, tu nous consacres un petit peu de temps avant d'aller à l'entraînement avec un petit café, dans le calme comme à la maison. Alors la médaille d'or, vas-y, montre-nous. Voilà, effectivement, j'en ai qu'une, puisque les autres, je les ai confiées au musée de Roland-Garros, en me disant que plus de gens la verraient que dans mon salon. Voilà, elle est bien protégée. Les Japonais ont fait un travail exceptionnel sur cette médaille. À la fois sur la boîte, il y a un système aimanté qui permet de la verrouiller, et puis à l'intérieur, une pièce tout en or qui est aussi très moderne, puisque issue du recyclage des téléphones, des ordinateurs. Ils ont récupéré les métaux précieux, donc l'or de ces produits-là, pour fabriquer toutes les médailles d'or. Bon, on n'est pas blasé au bout de 4 Olympiades d'avoir des médailles? Non, jamais. C'est un tel plaisir de se retrouver avec la Marseillaise, le passage de la médaille autour du cou, ce moment magique aussi entre la fin du match, plein de difficultés, d'émotions, et la satisfaction du travail accompli quelques minutes après ou quelques heures après, mais avec en plus la particularité des joueurs de tennis, puisque nous, dès qu'on a eu fini les Jeux paralympiques, on a pris un avion pour rentrer à Paris. Il se trouve que j'étais le porte-drapeau, donc ramener le drapeau des Jeux sur le parvis de l'hôtel de ville, puisque Paris est la ville haute des Jeux 2024. Mais dès le lendemain, je prenais un avion pour aller à New York pour jouer l'US Open. Donc même si on avait gagné là il y a 2 jours, les autres n'avaient qu'une seule idée en tête, c'était de nous battre la fois d'après. Ben voilà, tu vas rester encore un petit peu avec nous, on va se retrouver dans une deuxième partie, parce que calme, normalement c'est 12 minutes, là on a fait un petit peu moins, mais quand c'est intéressant, on continue un petit peu plus. Stéphane Houdet, Paris 2024, c'est la prochaine étape, on en parle dans un instant.